dû me casser quelque chose. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bien, en cette année 2024 chargée en péplum, l'occasion était toute trouvée pour se replonger dans le genre en ne proposant non pas une analyse du prochain film Gladiator, mais ça sera pour plus tard. Un autre soir, je l'aurais poursuivi moi-même, mais là, faut vraiment que j'y aille. Mais ne vous en faites pas, on l'aura, un jour ou l'autre. Mais pour fêter les 20 ans d'un film beaucoup plus controversé et dont l'aura semble s'estomper au fil du temps. Un film qui pourtant jouit d'une histoire épique, de personnages charismatiques et de puissantes thématiques. Un blockbuster singulier qui a su marquer le jeune garçon que j'étais et qui continue encore aujourd'hui à parler à l'homme que je suis. Le bien trop sous-estimé 3. Bon, si ton seul souvenir de ce film c'est en cours d'histoire ou de latin avec comme bruit de fond les gloussements des filles en bad devant le giga-chat Brad Pitt, bah on va dire que ton premier visionnage n'était peut-être pas le plus optimal. Et si on ajoute à ça les différentes casseroles que se traîne ce film, que ce soit le syndrome du péplum post-Gladiator, des soucis de production ou des choix d'adaptation historique discutables, bah finalement dans la grande majorité des cas, les gens l'ont soit oublié, soit n'en gardent pas un très bon souvenir. Et c'est là que j'interviens. Parce qu'aujourd'hui, il est grand temps de remettre de l'ordre dans les rangs et de rappeler à tous pourquoi ce film, tant dans sa forme que dans le fond, est une œuvre absolument grandiose qui mérite toute votre considération. Et ça d'autant plus quand on le met en perspective avec le niveau déplorable de notre divertissement actuel où le mauvais goût généralisé semble être devenu une norme acceptable pour des générations entières. Voilà, monsieur Tennyson. Minable. De rien, au revoir. Et quoi de plus évocateur qu'un péplum pour se souvenir qu'avant l'ère des suites, des remakes à répétition et des films centrés sur des poupées, I do not have a vagina. les blockbusters étaient avant tout animés par l'épique, la soif de puissance et le récit d'épopées légendaires. Are you not entertained? Are you not entertained? Le terme péplum qualifie un genre cinématographique dont l'histoire fictive ou réelle prend place dans l'Antiquité. Un genre qui nous vient à l'origine du cinéma italien et qui a vraiment explosé en popularité dans le Hollywood des années 50 avec des grands classiques du nom comme Ben-Hur, Les 10 Commandements ou encore Spartacus. Un âge d'or qui prendra fin en 1963 avec le film Cléopâtre qui fut un échec retentissant au vu des moyens mis en œuvre et qui condamna le genre à tomber dans l'oubli pour les 35 prochaines années. C'est paradoxalement en ne cherchant pas à imiter le style des vieux péplums que Gladiator relance le genre en 2000, et c'est pas pour nous déplaire. Je ne m'attarderai pas plus sur le cas Gladiator dans cette vidéo, mais je vous ferai simplement rappeler qu'en plus d'être une masterclass absolue, ce film a vraiment marqué l'industrie des productions historiques à Hollywood. Des productions déjà en expansion dans les années 90, avec comme fer de lance Robin des Bois et Braveheart, qui parviennent à réadapter les histoires et personnages folkloriques de manière plus réaliste. Une sorte de fresque épique à grandeur d'homme. C'est donc en s'inscrivant dans la continuité de cette période que Gladiator va débuter en 2000 le second âge d'or des péplums à Hollywood. Des films aux qualités indéniables, tous marqués de la patte des années 2000 pour le meilleur comme pour le pire. Car comme dans tout effet de mode, on finit forcément par s'y perdre en tombant dans le toujours plus et parfois même dans le grand n'importe quoi. I'm not just one god. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop. Adapter un mythe, c'est toujours compliqué, et surtout quand on adapte la guerre de Troie qui est l'un des plus grands mythes existants. J'en veux pour preuve les nombreux débats suscités encore aujourd'hui sur la réelle existence de la cité de Troie, de la période ou des événements entourant cette guerre. Une histoire mythologique transmise à l'époque en grande partie à l'oral ou à travers des œuvres d'art diverses, ce qui complexifiera avec le temps l'obtention d'une source définitive et fiable. Oui, mais Homère dans tout ça. Effectivement, nous avons les deux poèmes l'Iliade et l'Odyssée, mais passé les aspects assez romancés de ces œuvres, eh bien elles ne couvrent pas totalement les événements de cette guerre. Même si plusieurs autres écrits viennent compléter les connaissances sur cette guerre, en faire une adaptation relève davantage de la fiction que de la réalité. Et là, fini le cheval à bascule, on passe chez les pros.
Signé Warner Bros Productions, 3 sera filmé à la manière des anciens films épiques hollywoodiens, avec des milliers de figurants, des costumes à foison et des décors grandeur nature construits exprès pour l'occasion. Il se verra gratifié d'un casting 5 étoiles avec comme trio de choc la tête d'affiche Brad Pitt qui à ses 40 ans incarnera un Achille à son prime physique. Un très populaire Orlando Bloom qui sort de 2 très gros succès pour incarner le jeune prince Paris. Et un très marquant Eric Bana en lourd Chad Hector. On pourrait très bien s'arrêter là mais le reste du casting n'en reste pas moins prestigieux. Avec des Brian Cox, Brendan Gleeson, Sean Bean, Peter O'Toole, Diane Kruger et j'en passe et des Rose Byrne. Et dans ce film, même les seconds couteaux sont lourds. Aux commandes de 3 aura comme réalisateur l'oscarisé Wolfgang Petersen, à l'écriture du scénario David Benioff, oui, le showrunner de Game of Thrones. Non. Brand the Dragon. Wait. Disappointing. Et à la musique, le grand, le majestueux James Horner. Voyez un peu. Du très très beau monde tout ça, oui mais voilà, rien n'allait se passer comme prévu. Que ce soit l'ouragan qui a détruit le principal décor du film, la blessure de Brad Pitt au tendon d'Achille, quelle ironie, la présence de paparazzi, les chaleurs épouvantables sur le plateau, les nombreux reports de tournage à plusieurs mois sur une saison entière posant des soucis de montage et donc une explosion du budget CGI. Ainsi, pour un budget de 185 millions de dollars, le film parviendra à être rentable avec un score au box-office honorable, même si un poil décevant, de 500 millions de dollars. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau des critiques. Des critiques assassines qui ont ruiné le film à sa sortie et lui ont laissé une sale réputation qui lui colle encore à la peau. Allons donc voir de quoi il s'agit réellement. Précédemment, j'ai mentionné Robin des Bois avec Kevin Costner pour expliquer cette volonté d'Hollywood de prendre des héros du folklore et de les réimaginer de manière plus réaliste. En effet, la période des années 90-2000 a été très forte en la matière, démystifiant des légendes et mythes comme par exemple le roi Arthur, Robin des Bois ou encore la guerre de Troie. Il faut savoir que cette démystification n'était pas du tout présente à l'époque des premiers péplums où l'omniprésence d'aspects fantastiques était encore monnaie courante. Et pour une obscure raison, ça passe beaucoup moins dans les années 2000. Demandez au Clash des Titans. D'où sûrement la décision de Wolfgang Petersen de se séparer de la présence des dieux dans l'intrigue, pourtant élément central de cette guerre. I think it would be pretty ridiculous to show that. I cannot even imagine the gods showing up, how to dress a god. Par exemple, Aphrodite faisant tomber Hélène amoureuse de Paris, Apollon projetant des visions de la chute de Troie à Cassandra, Poséidon poussant les Troyens à ramener le cheval de Troie dans la cité. Et en plus de tous ces changements dans l'intrigue, la temporalité de cette guerre se voit complètement modifiée, passant de 10 ans à quelques semaines, 1 mois, 2 mois tout au plus. There won't be a 10-year siege. Des changements radicaux qui, a priori, ne pourraient impacter que négativement le récit. Mais je trouve que ça n'est pas le cas. Déjà, en termes de temporalité, ça peut se comprendre. Vous imaginez adapter une guerre de 10 ans dans un film de 3 heures? Même un livre aussi détaillé que l'Iliade ne raconte que quelques jours de la dernière année de la guerre. Et concernant la non-représentation des dieux, imaginez les 5 minutes se disputant dans l'Olympe en parallèle d'une histoire pourtant à hauteur d'homme. Attendez, mais Percy Jackson l'a fait? Just this once. Personnellement, je comprends tous ces changements et je les accepte car c'est pour le mieux dans une adaptation filmique. D'ailleurs, petite parenthèse sur la durée du film. 3 a eu le malheur d'être sorti dans une version cinéma, une version que tout le monde a pu voir à sa sortie en salle en 2004 et qui continue encore aujourd'hui à être considérée comme la seule version du film. Évidemment, elle s'est faite détruire par la critique et le public, injustement je trouve, car même si elle contient des défauts, rien ne justifie un tel bashing. Et au contraire. Et donc 3 est sorti dans une deuxième version. Une version Director's Cut sorti 3 ans plus tard et qui rajoute 30 minutes de scènes supplémentaires absolument dantesques. Version Director's Cut que vous pouvez retrouver sur le Blu-ray sorti à l'occasion. Évidemment, c'est sur cette vidéo que je vais baser mon analyse, car même si je n'ai pas forcément de problème avec la version cinéma, étant donné que c'est celle que j'ai découvert à l'époque et que j'ai adoré, il est indéniable que la version longue magnifie l'ensemble et apporte encore plus de profondeur à l'histoire et aux personnages, nous donnant la sensation de voir une vraie fresque épique. Et c'est pour moi le plus important. Fin de la parenthèse. Les bonnes adaptations savent où faire les changements qui servent à l'histoire, et pour la plupart je trouve que 3 s'en sort très bien. Il y a des moments où enlever les dieux de l'histoire change un peu le sens de certaines scènes, mais globalement on sent la cohérence et le respect du matériau de base. En plus, si l'on prête bien attention, on peut s'apercevoir que les dieux ne sont pas totalement bannis du film et que certaines scènes laissent planer le doute quant à leur présence réelle. Que ce soit le fait qu'Achille soit considéré comme un demi-dieu par les Grecs,
qu'un avenir lui soit prédit, ou qu'en décapitant la statue d'Apollon, il voit le sort en quelque sorte s'abattre sur lui. Donc voilà, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait reprocher à ce film qui, comme tous ses semblables sortis à la même époque, choisit de démystifier son récit, mais qui en plus a le mérite de laisser planer le doute sur la présence réelle du divin en nous laissant personnellement trancher. Il est donc temps d'en venir à ce qui pour moi propulse ce film de simple blockbuster d'action épique à véritable monument du genre, ses thématiques. L'histoire de Troie et ses thématiques gravitent essentiellement autour d'un seul personnage. Dès la première séquence du film, on fait face à une vraie introduction de personnage, où ses actions définissent sa personnalité, présentent son objectif, ses qualités et ses défauts. I wouldn't want to fight him. That's why no one will remember your name. Tu vois ? Il aura pour principal adversaire le roi Agamemnon, un homme dont la soif de conquête n'a d'égal que sa haine pour Achille. Of all the warlords loved by the gods, I hate him the most. En réalité, et on le comprendra très rapidement, ces deux personnages se battent pour la même chose, leur volonté de marquer l'histoire. History remembers kings, not soldiers. Tous deux cherchent la gloire, à inscrire leur nom dans la légende, de rentrer dans la postérité, mais de manière différente. L'un est un guerrier adulé par ses pairs et profondément indépendant, n'hésitant pas à insulter son souverain. Man has no honor. L'autre est un politicien pompeux et manipulateur, se servant des égos des uns à ses propres fins. In honor of an even more memorable victory. Thank you, old friend. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Achille brille par sa nature féroce, il fait marquer son nom à coups d'épée et de lance et le fait hurler sur le champ de bataille. En gros, il tire sa force de l'admiration qu'il suscite. Au contraire, Agamemnon, lui, est un homme bien plus moderne dans son approche. Alors qu'Achille cherche la gloire pour la beauté du geste, le roi grec cherche à forger un empire à son image, à bâtir un futur. I brought all the Greek kingdoms together. I created a nation out of fire worshippers and snake eaters. I build the future, Nestor. Me. Et c'est d'ailleurs un point intéressant, ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre pour avancer dans leur quête de gloire. Achille ne peut pas livrer bataille seul, et Agamemnon ne peut pas se passer des talents guerriers d'Achille pour l'emporter sur le champ de bataille. Leur recherche de gloire ne peut s'inscrire indépendamment l'un de l'autre. Et c'est ça qui poussera Achille à se surpasser encore plus. Beaucoup d'hommes veulent accomplir de grandes choses dans la vie, mais peu sont réellement capables de payer le prix nécessaire pour accomplir ces grandes choses. Ce prix, c'est le courage, et le courage seul. Le courage de faire, d'oser, de sortir de sa zone de confort, de dire ce que l'on pense, de tenter de se battre, de partir ou de rester affronter la vérité en face. Car moins vous aurez de courage, moins vous aurez de vie, d'histoire à raconter et donc à penser. Achille, c'est la volonté faite de marbre, l'incarnation du guerrier, de la puissance, de la solidité et de la liberté dont tant d'hommes se sont nourris depuis 3000 ans. Cette profonde volonté de marquer l'histoire laisse en réalité transparaître tout ce qui pouvait animer le monde grec antique, un véritable vitalisme. Car c'est paradoxalement à travers une époque où la violence et la mort sont omniprésentes que la volonté de vivre s'exprime le plus. A contrario, vous l'aurez compris, de notre société contemporaine gangrénée par un mal profond qui a toujours habité l'homme mais qui semble s'accroître de plus en plus depuis, le nihilisme. C'est-à-dire cette volonté de mourir, de disparaître, de ne plus trop laisser de traces, celle du déni du corps et de sa biologie pour n'être qu'au final plus que pur esprit. Un détachement de la vie en somme. Je l'ai le pass sanitaire, voilà. Je dis aux Français, allons-y quoi. Mais globalement, Troie semble avoir compris la philosophie derrière le monde grec antique et nous le transmet notamment à travers le personnage d'Achille. Et j'en ai bien conscience, Achille c'est le mec sur 1 million. Mais j'aime à croire qu'on a tous une part d'Achille en nous. Cette part qui nous pousse à faire plus, à progresser, à se dépasser et en quelque sorte à devenir un homme d'exception. Alors libre à vous de choisir, mais personnellement mon choix est fait. Nous ne marquerons peut-être pas tous l'histoire telle Achille, mais au moins nous aurons donné du sens à notre vie. Quand la guerre s'annonce, Achille se retrouve face à un choix crucial dans sa vie. Faisant mine de désintérêt, on comprend vite qu'il cache derrière son stoïcisme apparent un rêve, une vision. Ulysse, fidèle à lui-même, le perçoit et lui fait miroiter cet avenir prometteur. Let Agamemnon fight for power and let the gods decide which man to glorify. Plus fort que son ego et son sens de l'honneur, c'est l'appel de la gloire qui l'emporte. They will write stories about your victories for thousands of years. The world will remember your name. Venga, que las 2 de la tarde. And if you go to Troy, you will never come home.
Il va au devant de son destin en connaissance de cause, avec courage. Achille compose avec la mort pour mieux mener sa vie de la manière dont il l'entend, sans regret. Personnellement, je n'arrive pas à savoir s'il fait preuve d'arrogance ou d'humilité quant à son désir de s'inscrire dans l'histoire. I chose nothing. I was born, and this is what I am. Je te fascine, hein? Viens, on parle de moi. En tout cas, il ne se trahira pas et respectera une certaine ligne de conduite, même si, à certains moments du film, sa nature le rattrapera, nous offrant un savoureux mélange d'ombre et de lumière. Ce film te met face à un choix. Tu peux vivre tranquillement et paisiblement dans ton coin, loin de la guerre, et tout le monde t'oubliera. Que ce soit dans une forme d'anonymat respectable tel un moine tibétain ou un fermier paisible dans son champ, ou plutôt être dans le confort d'une vie facile sans combat et longue, mais qui finira sûrement emplie de regrets. Ou bien tu peux choisir de vivre une vie difficile de combat, un combat contre toi-même, un combat pour la défense de ton idéal, de tes idées et pour ton héritage. There was a dream that was real. Que veux-tu laisser derrière toi? De la fortune, de la gloire, ou bien du respect et de l'admiration? Peut-être tout ça à la fois. Libre à toi de décider encore une fois, mais sache que sur ce chemin, rien ne te sera donné d'avance, et tu souffriras davantage que les autres. Un chemin semé d'embûches, mais qui révélera ta véritable nature et te rendra de fait plus fort. Car tu vivras suffisamment dans la lumière de la vérité pour qu'au moment de ta mort, tu n'aies plus aucun regret. Le choix paraît plutôt simple dit comme ça, mais peu d'hommes sont en mesure de l'assumer jusqu'au bout et surtout jusqu'au sacrifice ultime. If I just pressed that button and somebody would come and save me. You fucking coward. Car un vrai héros se donne le droit aux jouissances qu'après avoir accompli un labeur ou un exploit. Il s'impose des épreuves à lui-même car il a compris que ce n'est pas le bien qui est difficile, mais le difficile qui est le bien. Ainsi, il faut privilégier l'effort plutôt que le confort, l'action à la passivité, mener une vie d'homme libre plutôt qu'esclave du système. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Times have changed. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Who is it? Hector! Yeah. Il faut rechercher le difficile, car plus vous lutterez avec le difficile dans votre vie, plus vous laisserez entrer le bien dans celle-ci. Laissez donc tout ce qui est facile et rapide au mauvais, car les dieux vous entendent et voient votre combat. Que vous croyez oui ou non en une force supérieure, peu importe au final. Votre vie est les résultats de vos choix. Si vous menez une vie pleine de sens à vos yeux, vous ne tarderez pas à voir les louanges de vos actes. En revanche, trahissez-vous et vous ne tarderez pas à voir le sort s'abattre sur vous et vos proches. Ah, Paris, peut-être celui qui porte le mieux son nom au final. Orlando, franchement bravo, car il fallait du courage et beaucoup de remise en question pour accepter un rôle comme celui-là. En plus, à son prime de popularité, c'était osé. Un rôle qui, disons, lui colle physiquement à la peau, chose qui ne semble plus être d'actualité en 2024. Gentil, spontané et dépourvu de muscles. Timothée Chalamet incarne-t-il la masculinité de demain? Bref, Paris, c'est le petit beau gosse chétif qui fait craquer toutes les adolescentes. Et vous le connaissez. Un prince à la réputation de tombeur, une sorte de Roméo de l'Antiquité. Shut up, pussy. Donc lui et son frère aîné Hector sont invités au banquet de paix entre Sparte et Troie. Banquet organisé par Ménélas, mari qu'il cocufie allègrement depuis plusieurs nuits avec sa femme Hélène. Considérée comme la plus belle femme de toute la Grèce, elle va succomber au charme et aux promesses du jeune prince et s'évade avec lui. De là découlera toute l'histoire de la guerre de Troie. En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Oh, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. Tel un adolescent insouciant, Paris se moque des conséquences de son amour et agit par pur égoïsme et lâcheté en volant dans le dos la femme d'un autre.
Et il le fait au nom de l'amour, du grand amour, vous comprenez? Car Paris n'aime pas, il adore, il est sensible et sentimental, prêt à risquer tout par une décision aussi soudaine que dangereuse pour vivre pleinement sa passion avec Hélène. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Mais pensant faire preuve de bravoure en sauvant une demoiselle en détresse, son frère le Tchad va vite le remettre à sa place de petit médiocre dans une scène fort appréciable. It's all a game to you, isn't it? You roam from town to town, betting merchants' wives and temple mates, and you think you know something about love. Et plus tard dans le film, le retour à la réalité sera terrible pour Paris, qui sera le premier puni. Parce que faire les coups par derrière c'est une chose, mais quand vient le temps de les assumer, ça devient tout de suite un peu plus complexe. Ouais, on commence à avoir des têtes un peu bizarres, à avoir la boule au ventre, le cœur qui commence à s'emballer, et ça d'autant plus quand on se retrouve face à un Golgoth un peu énervé qui est prêt à en découdre. Si t'es un homme, tu viens ici, et là tu vas repartir mal mon copain. Il ne faut pas avoir peur. Comme on est en Grèce antique, faut pas déconner non plus, le niveau de testo et de dignité du lâche de l'époque reste quand même bien supérieur à celui du 21e siècle. Donc oui, il y a des provocations en duel, il y a des tentatives frêles d'assumer les conséquences de ses actes, oui, mais il ne faut pas espérer des miracles dans l'arène quand on n'a jamais mis les gants de sa vie. Ouais, franchement cette scène. On savourerait presque autant le moment qu'Agamemnon si on n'avait pas pitié pour lui. Car évidemment, Paris ne fait clairement pas le poids et se ridiculise, perd toute dignité devant son père, son frère, sa meuf et toute sa cité. Et au moment fatidique... Is this what you left me for? Tel un petit escargot rampant, il va se réfugier au pied de son frère, refusant la mort pourtant qu'il a tant cherché. This is not worthy of royalty. If he doesn't fight, Troy is doomed. Paris. Il y a un pourcentage de lait dans son ADN, tu vois. Hector, tel le bon protecteur qu'il est, et malgré la honte et l'offense, ne peut se résoudre à laisser son frère mourir à ses pieds. Et les hostilités sont lancées. Vous l'aurez compris, Paris cache sous son air innocent et juvénile un véritable danger. Il est l'incarnation de l'homme irrationnel, succombant au plaisir facile et agréable de la vie, celui qui fait des actes sans en payer les conséquences et qui se dissimule toujours parmi les siens pour mieux les trahir. Et je ne parle pas du grand traître sublime, non, mais bien plus de la petite frappe, du petit lâche qui, sans même s'en rendre vraiment compte, vendrait son âme au diable, trahirait la confiance de ses proches, de son pays, de son peuple, par petit acte d'égoïsme ou de peur. Et quand vient l'heure de payer ses dettes, il s'enfuit et court demander de l'aide de ceux qu'il méprise quotidiennement par sa simple existence. Mais de temps en temps, le réel vient frapper aux portes de Troie et on peut finir par perdre. À bon entendeur. Et maintenant que la faute a été commise et qu'aucun retour en arrière n'est possible, qui c'est qui va devoir s'y filer ? La bataille de la plage de Troie est l'une des meilleures scènes de combat qu'il m'ait été donné de voir. Avec sa tension croissante dans une ambiance de panique générale, sa mise en scène grandiloquente dans un cadre paradisiaque, sa musique qui te fait monter le stress, et son montage de maître, cette scène te fait immédiatement t'écrier « Le talent d'Achille est à la hauteur de sa réputation. Dansant sur le champ de bataille, pourfendant l'air de son épée et se hissant au sommet de la colline le plus rapidement possible pour faire un maximum de kills, parce que là tu comprends, j'ai plus le temps, j'ai une légende à écrire. J'aime me battre. Sa rencontre avec Hector marquera le début de leur rivalité. Des adversaires certes, mais pas des antagonistes. Car contrairement à Agamemnon qui incarne son antithèse philosophique, Achille porte de l'admiration pour Hector, un prince valeureux qui se montre à la hauteur de sa légende. Comment juger la valeur d'un homme ? En réalité, au pourcentage d'Hector en lui.
J'ai bien peur de manquer de superlatifs et sûrement un peu d'objectivité à son égard, car je ne crois pas avoir vu meilleure représentation de l'homme avec un grand H au cinéma et je pèse mes mots. My mercy has limits. And I've seen the limits of your mercy. And I tell you now, no son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Il est le patriarche charismatique, un guerrier courageux et mesuré, inspirant respect et sympathie. Il est le bon père de famille dans la pérennité, aimé de sa femme, de son père et de son peuple. Il est respecté des siens pour ce qu'il apporte à sa communauté. Il est le dépositaire de l'âme troyenne, de son ère civilisationnelle. This is my country, and these are my countrymen. I don't want to see them suffer, so my brother can have his prize. C'est d'ailleurs un poids qu'on ressent chez lui, car oui, c'est un homme mis au centre de ses responsabilités, un homme droit et juste qui agit en portant ses convictions haut et fort et qui est en capacité de les assumer. D'ailleurs, son code est simple. Honor the gods, love your woman, and defend your country. Dès la première minute, tu vas leur montrer qu'ici on a des coranes. D'entrée, on éprouve de l'empathie pour Hector, qui, animé d'une volonté de paix, prévient son frère contre son comportement et l'engueule devant le fait accompli. What about your father's love? You spat on him when you brought her on this ship. What about the love for your country? You'd let Troy burn for this woman? Car contrairement à son frère, Hector ne succombe pas au plaisir instantané et à la versatilité de la vie et pense long terme. Thank you. My wife waits for me in Troy. Quoi? Préférant préserver ce qui lui est cher et faire perpétuer un idéal, quelle que soit la situation et à n'importe quel prix. Un prince qui remplit son rôle de protecteur envers son peuple avec exigence et sagesse, contrairement à d'autres. Alors, l'authentique valeur d'un homme. La vérité, c'est qu'on vaut réellement quelque chose que quand on est un pilier de sa civilisation. Et ça, Troy l'a bien compris. Traçant un vibrant hommage à cet homme traditionnel en voie de disparition qui subit les choix des faibles sans pour autant se trouver d'excuses. Celui qui va aller se battre au front, se taper avec les Grecs énervés, Tu es très moche. va devoir payer les choix désastreux de son père qui l'amèneront inévitablement à commettre une erreur fatale. Lors d'un assaut surprise, les Troyens semblent avoir pris le dessus quand soudain... Cette intervention sonne la révolte pour les Grecs, qui, galvanisés, redoublent d'efforts dans la bataille. Et vient le moment de l'affrontement, le duel tant attendu, point final de cette guerre entre deux hommes. Le temps semble s'arrêter. Les premiers coups sont à l'avantage d'Hector, prenant l'ascendant sur un Achille méconnaissable. On ressent vraiment de l'incompréhension dans les yeux des Grecs qui commencent vraiment à se demander si... C'est le choc. C'est un triomphe absolu. Mais la célébration est de courte durée. Pensant affronter Achille, il tranche en réalité la gorge de son jeune cousin ayant revêtu son armure. Un geste salvateur, pensait-il. Abattu, il abrège les souffrances du pauvre garçon. Il sait qu'il vient de commettre l'irréparable. Pourtant, plus tôt dans le film, Achille, décidé à ne plus se battre après une ultime offense du roi Agamemnon et un amour naissant envers Briséis, se mettait à imaginer une vie autre que celle qui lui était destinée. Un espoir de paix dans une vie de guerre. Women have a way of complicating things. Women. Mais comme souvent, Achille est rattrapé par sa nature, une nature sombre, vengeresse et féroce.
C'est clairement le moment le plus attendu du film. D'un côté, tu as Hector, le meilleur guerrier troyen, tombeur d'Ajax et de l'apprenti d'Achille, qui selon la rumeur, The best of all the Trojans. Some say he's better than all the Greeks too. et en face Achille, peut-être le meilleur guerrier de l'histoire, coup spécial dévastateur et dont la fureur est démultipliée. Now you know who you're fighting. Le combat est à la hauteur de la légende, où chaque coup porté peut être fatal. Hector est courageux, tel l'excellent soldat qu'il est, mais soyons honnêtes, son style de combat efficace mais très conventionnel peine à rivaliser avec la puissance quasi divine d'un guerrier aussi unique qu'Achille. Ne faisant pas pâle figure pour autant, il parvient à résister au premier assaut d'Achille et même à faire ce qu'aucun homme avait réussi avant lui. Mais l'on prend conscience en même temps qu'Hector de la fatalité de la situation. Il a beau tenter quelques attaques désespérées, ça ne mène à rien. Tandis qu'Achille reste d'un calme glaçant, celui d'un prédateur prêt à tuer. Nous ne souhaitons pas nous l'avouer, mais nous connaissons déjà l'issue du combat. Cet affrontement n'est pas juste un combat, c'est un spectacle à tous les niveaux. La chorégraphie est impressionnante, le son des épées est légèrement surélevé et la musique est épique. Mais écoutez-moi ça! It was perfect. Perfect. On est pris par les tripes, on savoure tout autant qu'on désespère. Pourquoi on n'arrive plus à faire ce genre de combat aujourd'hui? On est obligé de revenir 20 ans en arrière pour en voir un. Parce qu'aujourd'hui, les combats ne racontent rien et sont d'un fade. On dirait que les personnages font un défilé de mode. Adam Driver, Timothée Chalamet et Jeremy Allen White ont un point commun. Ils sont considérés comme des hommes rongeurs. Je demande un peu de silence. Dans 3, on assiste à l'un des meilleurs duels jamais vus au cinéma. Salut mon pote. Je ne peux que vous conseiller de regarder ce combat dans son intégralité, il est absolument grandiose. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien du combat. Nous sommes réellement déchirés par ce duel qui oppose nos deux héros préférés qui ont bien plus en commun que leurs aptitudes guerrières légendaires. Aveuglé par sa haine, il ne se rendra compte que trop tard qu'Hector n'est en réalité pas son ennemi, mais davantage un alter ego. Il est le reflet de la vie pérenne, aimante et respectable qu'il aurait pu choisir de mener, une vie non pas à la recherche de la gloire, mais de la protection et de la transmission. Ce sera d'ailleurs son chant du cygne, car Achille, après son acte, n'aura de cesse de se racheter pour ses fautes commises, nous laissant apercevoir sa partie lumineuse et chevaleresque. Go. No one will stop you. You have my word. Et c'est paradoxalement en abandonnant sa quête de gloire pour sauver la femme qu'il aime, qu'il finira par rencontrer son destin. Un destin glorieux mais tragique, tel le héros grec qu'il est. Le dénouement tragique, nous le connaissons tous. Ulysse fait construire le cheval de Troie qui n'est rien d'autre qu'un piège tendu à des Troyens déboussolés depuis la mort d'Hector qui, ayant baissé leur garde, laissent entrer le loup dans la bergerie. La chute de Troie est d'une violence crue, rarement vue à l'écran dans de telles productions à Hollywood. Mais elle dépeint parfaitement la réalité, notre réalité, celle où la violence est partie intégrante des hommes. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu viens de cogner le bébé. Mes lunettes n'ont rien. Tes lunettes ont rien, du con. Let it burn! Let Troy burn! Pourtant rien n'était écrit, les Troyens auraient pu clairement éviter ce drame. Une erreur bête, un trop-plein de confiance pour un roi respectable mais ayant perdu de sa clairvoyance et de son jugé. En effet, nous le comprenons dès le début du film, Priam est dépassé par cette guerre et ne perçoit pas la gravité de la situation. Trop confiant en sa foi des dieux, il préfère se fier à leur jugement plutôt qu'au conseil direct de son fils, et il le paiera. Hector shall respect. The High Priest is a servant of the gods. Il n'écoute pas le génie militaire d'Hector, son fils aîné et meilleur guerrier de toute la cité de Troie, ce qui l'amènera à sa perte. Il n'écoute pas non plus son deuxième fils, Paris, qui pour une fois avait bien raison en voulant détruire ce satané cheval.
Il s'abandonne dans sa foi en ne pensant plus qu'à travers le regard divin. The gods, gods, God, gods, gods, God, gods, gods. Listen to me. You have to consider the possibility that God does not like you. He never wanted you. In all probability, he hates you. En réalité, la foi n'est pas le problème. C'est un puissant moteur qui entretient une civilisation et la fait prospérer. My brother once told me that nothing someone says before the word but really counts. But. Qu'est-ce qui se passe quand on vire fanatique? Il est la figure de l'occidental vieillissant, apathique et borné, persuadé que le monde tourne encore comme à son époque, un monde où l'honneur et la foi sont encore respectés. C'est ce manque de remise en question qui causera sa perte et celle de sa cité. La meilleure traduction, effectivement, c'est fils de pute. Voilà, bah faut le dire. Ouais, décidément, le grand méchant du film, c'est bien lui. Mais rassurez-vous, comme dans tout film américain grand public, il se devait de payer à un moment ou un autre. Profondément jaloux et envieux envers son ennemi de toujours, Agamemnon se laisse aller à un petit discours et... Ok, pause. Est-ce que vous voyez ça? Ça, pour moi, c'est exactement ce qu'on est en droit d'attendre d'un personnage féminin fort. Parce que oui, dans 99% des cas, c'est à peu près ça la réaction attendue d'une femme normale. Le film ne cherche pas à la faire passer pour une femme forte et indépendante. Une femme qui n'a pas besoin des hommes pour s'en sortir. Et surtout pas de ces sales mâles cisgenres blancs hétéros. Allez ici, on est trop forte, ouais. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Silence, la vilaine. Viens. Penche-la et va ton chemin. Bref, vous connaissez la chanson, c'est à peu près que comme ça qu'on conçoit le féminisme aujourd'hui. Oh, look at this. Look at these strong female lesbians. I'm inspired. You inspired? Oh yeah. Girls, get it on. Done. Girls get it done. I sure do, Ashley. Ok, des femmes fortes, ça a existé et ça existe encore aujourd'hui. Merci Sherlock, on est au courant. Mais déjà, c'est de l'ordre de l'exception et en plus, là, le but, si vous voulez, c'est de dépeindre la réalité d'une époque antique dans ce qu'elle avait de plus brutal. J'aimerais bien savoir ce que viendrait faire une femme au milieu de ce bordel. Mais le film ne met pas de côté les femmes pour autant. Prenez Andromaque, la femme d'Hector, qui prend en charge l'évacuation des habitants de la ville et qui sauve ce qui reste de son peuple. Ça c'est réaliste, ce qui rend son acte d'autant plus marquant et fort. Mais reprenons. Ça picote un peu, hein? Tiens Paris, où en est notre petit Parisien? Ah, je vois qu'il a enfin pris ses responsabilités à bras-le-corps. Comme son frère, il se bat au lieu de fuir, il transmet l'héritage de son peuple, il dit au revoir à ses proches, il combat avec ses hommes, c'est très bien. Bon, il combat avec un arc. Et il s'enfuit au milieu du combat. Bon, passons. Mais peut-être l'ai-je trop sévère. Félicitations, PD. La mort d'Achille, en plus de respecter la mythologie, vient conclure parfaitement son arc et achève d'en faire un héros romantique et profondément tragique. Pour un homme que l'on a découvert solitaire et arrogant, une sorte de dieu parmi les hommes, mais qui découvrira son humanité au détour de la peine et de l'amour. Bah oui, parce que 3 c'est aussi une histoire d'amour. You gave me peace. A lifetime of war. C'est l'amour. Achille est un homme qui a voué sa vie à la poursuite de son destin, et c'est paradoxalement en acceptant de ne plus le suivre que celui-ci viendra à lui. On le redoute, ou qu'on veuille le fuir. On n'échappe pas au destin. Achille l'a bien compris, et c'est comme ça qu'il concrétisera son rêve. Let them say, I lived in the time of Achilles. Immortality! Mais quel plaisir ce film. Dire qu'à l'époque il avait divisé la presse et le public. Je trouve ça assez ironique au final.
Si ce film sortait aujourd'hui, mais on prendrait un pied monumental, on serait tous en train de l'acclamer. 3 nous pousse à faire plus que ce que l'on pensait possible, viser plus haut, se dépasser, faire preuve de grandeur et se battre avec courage et conviction. En vérité, renouer avec la vie, en retrouvant cette vitalité qui animait les hommes d'avant. 3 comprend parfaitement la mythologie grecque, celle au fondement de la civilisation occidentale, celle de la morale incarnée par des modèles forts, capables de donner leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux, de plus important, la cité, la gloire, les dieux. Et celle de la mise en garde contre nos pulsions les plus sombres comme l'égoïsme, la lâcheté, la jalousie, l'arrogance et la haine, agissant un peu comme une balance morale qui nous aide à rester équilibrés. Ce film responsabilise l'être humain, il n'y a pas de super pouvoir ou je sais pas quoi, il y a des hommes face à leurs actes, leurs mérites et leurs responsabilités. 3 est un grand film d'action. Témoin d'une époque révolue, il s'inscrit dans la mouvance du retour au cinéma des grosses productions historiques des années 90-2000, une époque que je chéris ayant bercé mon enfance. Et plus que la nostalgie, je ressens vraiment cet affaiblissement du niveau général du divertissement populaire, et surtout quand on parle de films d'action-aventure au cinéma. Je suis désolé, mais quand je vais voir un blockbuster au cinéma, je ne veux pas qu'on m'assène une énième fois une moraline insupportable d'une époque incapable de produire la moindre testo, et je pense que vous comprenez ce que je veux dire. I feel so beautiful. So do I. Où est passé l'épique qui nous faisait tant vibrer à l'époque? Où sont les histoires inspirantes et puissantes qui nous poussent à nous surpasser? Celles dont le propos est universel et qui semblent être écrites en chacun de nous. La question se pose, quelle est la dernière claque d'action que vous avez pris au cinéma? Perso, ça remonte à loin. De la merde. 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 De la merde de la merde. C'est un triste bilan de notre situation. Et donc, quel autre choix avons-nous que de nous retourner inlassablement vers le passé? Un passé pas si lointain, mais qui surclasse tellement notre triste présent. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le film 3 et son histoire, un film que j'adore et que je revois régulièrement comme à peu près toutes les masterclass de ces années-là. Et si vous avez l'occasion de le revoir en version longue comme moi, foncez parce que c'est quand même vachement mieux. Et pour finir, je ne peux que vous conseiller de lire et relire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui sont deux textes absolument magnifiques et indispensables. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est qu'elle vous a vraiment plu. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Vous connaissez la chanson, on est sur YouTube, c'est que comme ça que ça marche. Oh, ça c'est pas très gentil.